Merci Willy, et mes remerciements s'adressent évidemment aussi à l'équipe du Collège de France, nos papyrologues du Collège de France, Jean-Luc Fournet, Antonio Ricciardetto, aussi Valérie Schramm, pour l'organisation de ce colloque. Alors, je vais commencer tout de suite par un exemple. Ce cas un peu particulier qui est un certificat de sacrifice païen. Normalement, dans un certificat de sacrifice païen, vous vous attendez à ce qu'il y ait un passage qui dise « Je vous demande de signer ». Ici, le scribe a mis « C'est pourquoi je soumets la déclaration en vous demandant d'assumer la signature ». Donc, un vocabulaire plus fleuri. Et quand on regarde la présentation même du papyrus, on voit que le scribe est particulièrement soigneux. Vous voyez les empattements sur les lettres. Alors on peut se demander, est-ce que là on a affaire peut-être à un scribe qui passait son temps plutôt à préparer normalement des livres et qui, exceptionnellement, aurait donné un coup de main pour préparer des formulaires pour ces certificats qui étaient produits en masse. Vous voyez à droite un exemple d'un autre certificat de sacrifice païen où on voit que le scribe a travaillé avec beaucoup moins de soin. Alors la question est un tout petit peu provocante, mais disons, ce que je voudrais faire dans les quelques minutes qui me sont accordées maintenant, c'est justement explorer ce que j'appelle la zone grise. La zone grise, parce que, dans le fond, Jean-Luc l'a déjà dit, au niveau du vocabulaire, il y a relativement peu de distinctions. Pour rebondir sur le grammation et le jome, je voudrais simplement souligner le fait que, vous le savez bien, quand on parle d'un rouleau, ça peut être donc c'est un tomos, ça peut être aussi bien un chant de l'Iliade qu'un registre de recensement. Une célice, une colonne, ça ne dépend pas de la nature du texte. Et si on pense au mot styros, le vers ou la ligne, eh bien, vous voyez dans ce papyrus de Giessen, il est question d'écrire deux lignes, un distyron, ça fait penser à nos distiques élégiaques, alors qu'en parallèle, Denis d'Halicarnasse pourra parler de 2000 lignes, dischilion styron. Donc au niveau du vocabulaire, on ne va pas pouvoir vraiment séparer le documentaire du littéraire. Alors, sur la base de cette constatation, en fait, je me suis laissé aller à partir un peu dans tous les sens. On va aller explorer plusieurs questions très ponctuelles pour voir si tout ça mis ensemble va nous donner quelques éléments de réponse. Alors, la première question que je me suis posée, c'était de voir si, éventuellement, au niveau des termes institutionnels, on pourrait retrouver des traces de ce passé hellénique désormais révolu pour les habitants de l'Égypte gréco-romaine, mais qui les ramène toujours à la littérature. J'ai regardé aussi du côté judiciaire pour voir si les orateurs, les grands orateurs, pouvaient éventuellement avoir un impact sur la pratique quotidienne de ceux qui rédigent des pétitions en Égypte. Et puis je me suis demandé si parfois, quand on écrit des lettres privées, justement, on ne va pas essayer de faire littéraire en quelque sorte. Par ailleurs, au niveau de l'écriture, est-ce que vraiment il y a une écriture documentaire à opposer à une écriture littéraire ? Jean-Luc a déjà donné un élément de réponse, mais je vais essayer de compléter un petit peu sur ce point. Et puis au niveau peut-être plus social, je me suis intéressé aux noms de personnes et notamment à la manière de donner des noms en référence à un passé littéraire. Voilà, alors on va partir un peu dans tous les sens, comme je vous l'ai dit, et on ira très rapidement. Au niveau du vocabulaire, il y a bien sûr certains termes auxquels on ne fait plus attention. La leiturgia, le service civique dans l'Égypte romaine, eh bien, ça nous ramène bien sûr à la leiturgia de l'Athènes classique, c'est-à-dire les contributions pour faire fonctionner un certain nombre d'institutions de la cité d'Athènes. Quand on parle d'une aparché, une déclaration de naissance dans l'Égypte romaine, ça fait référence aux prémices du sacrifice
dès l'époque homérique, mais bien entendu, ça ne suppose pas que toute personne qui remplit une déclaration de naissance se souvient de l'origine du mot. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui s'appelle le Asrolumenos tes hormophylakian soenes, donc celui qui s'occupe de la garde du port de Syène, ça fait bien sûr référence indirectement au concept d'asrolia, d'occupation de l'Athènes classique, mais il est évident que le gardien du port ne pense pas du tout à Athènes quand il fait son travail. Alors, du côté vocabulaire, là, j'ai eu l'impression que ce n'était pas une bonne voie à explorer. Et alors, j'ai regardé du côté des pétitions, la formulation des pétitions. Et là, vous avez un cas d'un papyrus de Genève où on voit quelqu'un qui déclare « Il a atteint un tel point d'audace et d'inconsistance qu'il s'est fait enregistrer comme héritier d'un certain Amintas tombé au combat. » Bon, il a atteint un tel point d'audace et d'inconscience, c'est une formule un tout petit peu empoulée, et là, il faut comparer Hypéride qui dit « Ensuite, moi, j'aurais atteint un tel degré d'inconscience, eistuto aponoias elthon », la même formulation. Et puis, vous avez cette longue phrase d'Hypéride qui nous parle d'une femme qui, bien qu'elle fût accompagnée de nombreux hommes, en particulier du Dioxypos, etc. Vous avez une très longue phrase, très élaborée. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a, bien sûr, une reprise de l'expression typique des orateurs athéniens, mais au niveau de la complexité de l'expression, nos scribes de la période ptolémaïque n'ont pas tout à fait les mêmes moyens. Il faut souligner par ailleurs un point important, c'est que quand nous pensons à nos discours judiciaires de l'Athènes classique, au départ, ce sont des textes qui ont un but non pas littéraire, mais utilitaire. Je veux dire par là que, dans le fond, au niveau de l'intention, il ne se distingue pas autant qu'on pourrait penser de ce que nous regardons comme des documents dans l'Égypte gréco-romaine. La seule grande différence, c'est l'ampleur du texte et c'est le degré de compétence de celui qui aura composé le texte. Mais le but est le même, c'est de convaincre des autorités de prendre une décision sur le plan judiciaire. Alors, nos scribes de l'Égypte gréco-romaine, comme je vous l'ai dit, ils ont des moyens parfois un peu limités. Prenons ce cas ici. Un papyrus de Genève, une fois de plus, qui est en fait un brouillon. Et dans ce brouillon, le scribe a été un peu maladroit. Voilà ce qu'il a d'abord écrit. Ceux qui ont l'audace de porter leurs mains sur les personnes menant une vie plutôt paisible quant aux affaires publiques, les lois savent les assister grâce à ta sévérité à les appliquer. C'est un peu problématique parce que vous voyez que donc, ce sont des malfaiteurs qui vont recevoir l'assistance des lois. Le scribe s'est rendu compte qu'il n'avait pas tout à fait bien formulé les choses et donc il a corrigé. Ceux qui ont l'audace de porter leurs mains sur les personnes menant une vie plutôt paisible tout en prenant soin des affaires publiques, ceux-là subissent les assauts des lois grâce à ta sévérité à les appliquer. Bon, ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'on a ici l'auteur d'une pétition qui essaye de nous donner un style qui ressemblerait à celui qu'il a trouvé probablement dans des manuels. Simplement, il n'a pas toujours les moyens de sa pratique. Je me suis tourné aussi du côté de la formulation dans les lettres privées avec le cas bien connu du chairein, salut. Quand on écrit une lettre, on va normalement écrire salut. Mais il y a une vingtaine d'attestations entre le 1er et le 6e siècle où le scribe va mettre plutôt eu pratein. Cette formulation, on ne la trouve pas seulement dans l'entête de la lettre. On voit déjà qu'elle est connotée de manière particulière parce que dans deux cas, on a cet usage de l'apostrophe entre les deux tau. Mais ça va bien sûr plus loin que ça. Parce que d'abord, il faut relever le fait que
on a encore plus élaboré, par exemple dans ce papyrus d'Oxyrhynque, « Salut mon maître Appion, c'est moi, Philosarapis, qui m'adresse à toi en priant que tu sois préservé pour toute ta maisonnée et que tu vives bien. » Vous voyez là une formulation encore plus recherchée. Mais pour revenir à ce eupratein, ça va bien sûr chercher du côté de Platon, enfin pseudo-Platon, une lettre de Platon. Vous voyez ici Platon à Denis, donc Denis de Syracuse, salut, obtiendrai-je ainsi vraiment la meilleure manière de t'adresser ma lettre, ou selon mon habitude, devrais-je écrire réussite, eupratein, comme j'ai l'habitude de m'adresser à mes amis dans mes lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nos scribes de l'Égypte romaine écrivent eupratein, ils essayent de faire philosophe. Si vous n'êtes pas convaincu, il faut voir comment Lucien parodie cet usage dans un traité qui s'appelle « Sur un lapsus commis en saluant ». En commençant à écrire, je pensais être complètement bloqué par la question à traiter, mais en progressant, les éléments qu'il me fallait dire me sont apparus en grand nombre. Cependant, je ne vais pas les mentionner sans dire au préalable quelque chose de salut, chairein, réussite, eupratein, et santé, hygiainein. Ici, Lucien est en train d'ironiser sur les usages épistolaires de son époque avec ces mêmes termes que nous retrouvons dans les papyrus documentaires. La question de l'écriture, maintenant, il ne faut pas oublier que le livre, c'est un objet manufacturé, il a une fonction utilitaire, c'est clair, mais le livre, c'est aussi un objet de luxe. C'est un objet qui va projeter une image d'exclusivité, comme aujourd'hui avec Louis Vuitton. Alors ça, si vous voulez, c'est le point de départ, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des livres qui ne sont justement pas des exemplaires de luxe, des vilaines copies. Je suis désolé, la résolution n'est pas très bonne, mais vous pouvez voir que ce papyrus n'est pas spécialement beau, alors qu'à l'inverse, on pourrait dire qu'il y a des documents de luxe, comme par exemple des documents tirés des archives de Zénon, certains qui émanent de la chancellerie du préfet d'Alexandrie. Donc là, au niveau des catégories, on est de nouveau en zone grise, et si l'on considère un texte littéraire, on pourrait dire, oui, il faut que ce soit bien écrit pour que ce soit joli, mais il y a aussi cette dimension utilitaire dans l'écriture qui est celle de la facilité de lecture. Or, les choses vont se brouiller quand on considère, par exemple, le cas de la majuscule alexandrine. C'est très très joli, mais c'est diablement difficile à lire. Autrement dit, cette dimension utilitaire de créer un style d'écriture pour faciliter la lecture, cette dimension utilitaire se brouille à un certain niveau quand finalement c'est l'esthétique qui prend le pas sur l'utilité. Dans le cas des documents, on a de nouveau de la zone grise, puisque vous voyez ici une déclaration pour l'épikrisis, pour l'enregistrement d'un éphèbe, un éphèbe pour lequel on a écrit ce magnifique document avec une écriture qui ressemble énormément à nos écritures littéraires, mais si vous regardez de plus près, vous constatez que certains caractères ont gardé les formes de l'écriture cursive plus familière dans les documents. Nous sommes de nouveau en zone grise. Et alors, que faire quand on est confronté à un document comme ça? Comment le classer? Sur un côté, vous avez un commentaire très érudit à l'Iliade, un document qui vient probablement d'Alexandrie, qui a appartenu à un propriétaire de domaine qui avait des terres à Philadelphie, et quand il n'a plus besoin de son commentaire à l'Iliade, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a retourné, il a découpé un morceau pour écrire une petite note d'affaires qui a terminé à Philadelphie. Comment classer tout ça? Finalement, la question des noms, là aussi, c'est compliqué. Je me suis simplement demandé, en regardant les noms liés à la mythologie grecque, comment les choses se comportaient, et nous avons des cas tout à fait typiques, comme celui de Néoptolème, où on voit très bien qu'au IIIe siècle, c'est un nom très populaire, et puis plus on avance, plus ce nom se perd, parce qu'il n'y a plus ce rattachement
à la mythologie. Alors ça marche très bien pour plusieurs cas. Agénor, Automédon, Laomédon, Néoptolème, tout cela fonctionne très bien selon ce schéma. Mais ça ne marche pas toujours bien. Regardez ce qui se passe avec Achille, Castor, Pollux, Pylade. Castor et Pollux, c'est assez frappant. Peut-être qu'il y a aussi la dimension romaine de l'affaire qui vient brouiller les cartes. Toujours est-il que le schéma que je vous ai montré avant ne fonctionne pas toujours. Alors là, j'aimerais qu'on s'arrête brièvement sur un cas intéressant, c'est celui d'Alkimos et de Automédone. Vous voyez un schéma un petit peu erratique au niveau de la représentation. Alors, quand on prend Automédone, eh bien, j'en ai recensé 7 à la période ptolémaïque, 7 personnages différents qui s'appellent Automédon, et il y en a un en particulier dans des papyrus de Genève qui m'intéresse. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que cet Automédone, il a un frère qui s'appelle Alkimos. On peut reconstituer l'arbre généalogique. Et en fait, pourquoi ces deux ont été appelés comme ça? Eh bien, il faut lire son Iliade et on se rend compte qu'en fait, Automédone et Alkimos, c'est le nom des deux cochers d'Achille. Qu'est-ce que ça suggère? Probablement qu'on a affaire à des jumeaux et que les parents les ont appelés en complément Alkimos et Automédone. Sinon, il n'y aurait pas de raison de donner ces deux noms-là. Donc là, on a un cas, pour une fois, très clair, où on peut prendre en flagrant délit des parents en train d'appliquer une référence littéraire dans le cas de textes qui, en fait, sont de nature documentaire. Je m'arrête donc simplement en récapitulant. Au niveau des termes institutionnels, eh bien, le résultat n'était pas spécialement glorieux. J'ai rien trouvé de très, très intéressant à ce niveau-là. Au niveau des pétitions, influence des grands orateurs, là on a vu des cas, disons, limites, où on voyait des gens qui essayaient d'écrire des pétitions comme les grands orateurs, mais qui étaient limités dans leurs moyens. Au niveau des lettres privées, cette posture littéraire ou philosophique, là nous avons vu qu'il y a un lien assez clair avec cette référence à Platon. Au niveau de l'écriture, est-ce qu'il y a vraiment une opposition nette entre le littéraire et le documentaire? Très souvent oui, mais on a aussi des cas en zone grise. Et pour ce qui touche au choix des noms, là on a vu qu'il y a différents modèles qui ressortent avec parfois des cas beaucoup plus frappants. Alors tout ça, ça m'amène à une conclusion qui n'est pas très originale, c'est que, là je rejoins Jean-Luc, il ne faut pas simplement parler de littéraire, de documentaire et compartimenter tout ça, mais il faut voir ça comme une sorte de continuum, étant entendu que dans la plupart des cas, on sera plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais il y a aussi des cas intermédiaires dont il faut absolument tenir compte parce que c'est souvent les plus intéressants. Voilà, on m'avait donné 20 minutes, je m'arrête. Merci.